Oui, bonjour. Je m'appelle Loïc, je suis de Montier-sur-Saulx et j'aurais une question un peu précise. Au moment où le laboratoire a été choisi pour Bure, le président du conseil général de la Meuse avait déclaré ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un laboratoire de recherche. Si c'était un projet d'enfouissement, bien entendu que nous y serions opposés. Et du coup, je suis un peu surpris. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'il faudrait suivre avec raison cette parole et s'opposer à ce projet CIGEO. Et ça va de la question aussi de la consultation, parce qu'en 2006, 50 000 personnes en Meuse ont signé une pétition pour demander un référendum local qui a été ignoré et qui n'a jamais été mis en place. Et donc il y a souvent des moments comme ça où on peut échanger, mais il n'y a pas souvent des moments où on peut vraiment avoir un avis décisionnaire sur ce qui est en train de se passer en Meuse. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si ça a été fait ici, c'est aussi parce qu'il y a très peu de personnes, très peu de mobilisation. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, il y a un excellent documentaire, Notre Terre mourra proprement, qui est sorti sur YouTube, vous pouvez le regarder. Tous les autres endroits en France où l'Andra a essayé d'aller ces 30 dernières années, et à chaque fois c'était des échecs à cause de la mobilisation des personnes, et à chaque fois c'est l'Andra qui apprend comment faire pour faire accepter le projet. Mobilisation visible autour du périmètre grillagé de la Gibaudière, où une véritable organisation veille sur les moindres faits et gestes des gardes mobiles et du personnel de l'Andra. Depuis décembre, les forces de l'ordre se sont installées dans le château privé du Bourg-d'Iré. Leur mission, permettre à l'Andra de travailler, mais en face, on veille. On est 4 équipes de 6 heures par jour, qui sont là nuit et jour à surveiller s'ils ne rentrent pas de matériel ou des matériaux pour les forages. Et notre rôle est d'avertir. Avertir, pour eux, c'est facile. Un réseau de CB et de chaînes téléphoniques permet rapidement de mobiliser les forces en cas d'urgence. Ce fut le cas bien des fois. Samedi 16 décembre, les élus du Segréen, ceints de leur écharpe tricolore, se rendent à la Gibaudière. La manifestation de la honte, comme on l'a baptisée, attirera 1500 personnes. Peu à peu, le calme cède le pas aux affrontements. Jets de pierre contre gaz lacrymogène. En fin d'après-midi, un jeune agriculteur blessé au visage est transporté à l'hôpital de Segré. Ce sera la seule grave victime de ce conflit. Il est ce jour-là à son paroxysme. Nous sommes venus dignement redire notre détermination et protester également contre ce projet qu'on veut nous imposer. Voilà, je voulais vous poser ces questions et pourquoi on ne suit pas finalement cette parole du président du conseil général de la Meuse de l'époque qui nous a dit qu'il faudrait s'y opposer si c'était un projet d'enfouissement. Merci. Merci à vous. Patrice Torres, je suis le représentant de l'Andra ce soir, enfin, un des représentants. Donc simplement, évidemment, c'est pas le thème et le sujet de ce soir, mais je peux pas, entre guillemets, ne pas réagir à vos propos. Effectivement, ce qui est implanté aujourd'hui à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne est un laboratoire de recherche, et ce laboratoire de recherche avait pour objectif de vérifier si la géologie de ce territoire était en capacité d'accueillir un centre de stockage et de nous aider à apporter la démonstration de sûreté de la capacité de cette géologie en particulier à accueillir ce centre de stockage pour les déchets radioactifs français les plus dangereux et ainsi protéger l'homme et l'environnement d'aujourd'hui et surtout les générations qui viennent derrière. Évidemment, donc notre présence est avant tout basée sur un critère géologique, mais qui s'accompagne aussi, et ce que vous évoquez est extrêmement important, de la capacité du territoire à accepter d'accueillir ce type d'installation pour rendre un service à la nation. Et contrairement à l'idée que vous essayez de véhiculer, la majorité des gens qui ont eu à s'exprimer sur ce projet se sont exprimés de manière favorable. Encore récemment, on a été dans le cadre d'une enquête publique sur la reconnaissance d'utilité publique de ce projet-là, et la majorité des avis qui ont été exprimés par les collectivités territoriales, et y compris par les riverains et les gens pour tout le territoire, mais aussi en France, comme vous le savez. Il faudrait aller plus loin, il n'y avait aucun avis défavorable. Excusez-moi, je termine, après je vous laisserai la parole sans aucun problème. Et donc, ce que vous dites est extrêmement important. C'est clair qu'il faut aussi qu'il y ait un certain niveau d'acceptation. Maintenant, ne soyons pas naïfs et nous n'avons jamais dit le contraire. Il y a évidemment des gens qui ne sont pas favorables à ce projet, qui préféreraient que ce projet puisse s'installer ailleurs. Pour d'autres, ils ne sont pas favorables. Pour eux, ils préféreraient que les déchets n'existent pas. Mais pour autant, à l'heure actuelle, il y a bien
et depuis longtemps un processus de dialogue, de concertation. Le choix du ferroviaire, pour en revenir et recentrer un peu sur le sujet de ce soir, il ne sort pas d'une idée de l'ingénieur de l'un ou de l'autre, et monsieur le maire l'a rappelé. Ce choix du ferroviaire découle d'un des débats qui s'est tenu et de la volonté exprimée par les gens de ce territoire vis-à-vis du transport, pour autant que le projet soit un jour autorisé, d'utiliser majoritairement et principalement la voie ferrée. Vous pouvez répondre juste à ma question par rapport au président du Conseil général de la Meuse? Mais moi je suis pas président du Conseil de la Meuse, ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que le président actuel du Conseil départemental de la Meuse s'est exprimé favorablement pour le projet. Alors il y a encore une question, non, monsieur. Ils ne veulent pas qu'il y ait des murs contre leur maison. C'est bon, vous avez encore une question. question. Comme vous n'avez pas voulu créer une voie de chemin de fer qui contourne toutes les maisons, toutes les baraques, et qui passe dans les villages, forcément ils n'en veulent pas. Ce que j'aurais aimé, moi, ce soir, c'est pas avoir 2 ou 3 intervenants opposants. Je les entends, je les écoute. J'aurais... Laissez-moi terminer, madame. Ah bah oui. Merci. Je vous donnerai la parole aussitôt après. Ayez la politesse de me laisser terminer. Vous avez parlé... Mais il n'y a pas de mauvais, je vous dis, laissez-moi terminer. En fait, moi j'avais une je vous le demande, je vous le passe après. Je suis pas aussi autoritaire que vous. Oui, moi aussi, il n'y a pas de souci. Le maire prend la parole, merci. J'ai entendu parler de communication et j'ai entendu parler de flyers. Oui, ça a été dans les boîtes aux lettres, tout le monde a fait, tout le monde a entendu. Ce que je regrette ce soir, et je reprends ce que j'ai dit en démarrant, quelques opposants qui sont là pour s'exprimer, on l'a eu dans différentes concertations et réunions, il n'y a pas de souci. Ce qui me gêne, ce qui me manque, c'est ceux qu'on invite à venir, qui sont vraiment impactés par le sujet et ne viennent pas. Et voilà, c'est tout. J'arrête là. Merci à vous. Ça sera donc notre dernière question audible par tout le monde. Ensuite, vos questions en face à face avec Joël. Elles ont encore leur place et on a encore le temps pour ça. C'est justement une question que je me posais, c'est pourquoi il y a si peu d'habitants, et c'est très intéressant de l'avoir posé. Je pense que si vous organisiez la même chose, mais que vous proposiez à la fin, dans chaque commune, aux habitants, d'avoir un impact décisionnaire sur ce projet, je peux vous assurer que les salles seront remplies. Si vous faites en plus la publicité devant tout le monde et dites, voilà, ici vous aurez l'occasion de dire dans chaque commune, si vous êtes pour ou contre, que cette voie ferrée passe devant chez vous. Autre chose que je voudrais dire, qui moi personnellement m'a motivé à lutter, c'est, je suis d'accord que les déchets nucléaires existent pour en faire quelque chose, toutes ces questions-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éthique. Ce que je vois, c'est un déploiement d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est déployé. Il n'est même pas déployé pour la recherche, il est déployé pour le consentement. Je ne comprends pas pourquoi, dans un projet de déchets nucléaires, on balance 40 millions d'euros, en Meuse et 30 millions en Haute-Marne chaque année. Pourquoi le GIP donne cet argent dans une région sinistrée économiquement plus ou moins par rapport à d'autres? Même si moi j'aime pas utiliser ce terme, parce qu'en fait la Meuse, je pense que c'est beau et qu'il y a plein d'autres valeurs que ces impacts économiques. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le dernier truc que je voulais dire, il y a eu un reportage de France 3 qui s'appelle « Un ingénieur de l'Andra verse une bouteille d'essence sur des opposants ». Hier, apparemment, vous avez dit que vous vous inspirez des opposants, que vous faites du porte-à-porte. Eh bien moi, j'aimerais du coup vous poser la question, est-ce que vous souhaiteriez aussi qu'on s'inspire de vos actions et que du coup on fasse comme cet ingénieur, c'est-à-dire verser des bouteilles d'essence sur des personnes, parce que je pense que c'est quelque chose de très grave, et je plains... Il faut arrêter la provocation. Non, alors, c'est pas la provocation, vous allez sur YouTube... Vous savez, mais merci, on connaît, mais vous savez combien de nos équipements et combien de personnes chez nous se sont fait agresser, et combien de véhicules ont été incendiés? Est-ce que vous savez que quand ont été attaqués certains de nos sites, il y a 2 ans, l'été d'il y a 2 ans, et que le gardien il est encore traumatisé et qu'il est suivi pour ça, et le nombre de véhicules qui sont détruits, et vous allez nous expliquer que par contre c'est les gens de l'Andra qui font porter les risques. Voilà, j'allais dire. Et bien c'est au tribunal. Et je n'ai pas mis ça Vous n'avez pas mis ça mais moi je vous fais pas peur. En fait, il y a une sélection. Non mais je vais vous expliquer. Non mais je vous explique parce que là c'est intéressant, excusez-moi. En fait, il y a une sélection. Vous êtes soutenu par l'État, par la justice. Ah ben c'est sûr. En fait, il y a une sélection politique. Il y a une sélection politique des dossiers, justement, je voulais en parler. L'ingénieur qui a versé une bouteille d'essence, alors que c'est très grave, si c'était un opposant, il sera en prison à l'heure actuelle. Il s'agit de Emmanuel Hans, il y a la vidéo sur France 3, on le reconnaît très bien à sa petite moustache. Cette personne qui s'est fait taper par un vigile, une plainte a été déposée, n'a pas été saisie. Robin s'est fait exploser le pied par une gendarme Gli F4, aujourd'hui interdite pour sa dangerosité, à l'époque autorisée. Pareil, sa plainte a été classée sans suite. Il y a une sélection politique des dossiers par la justice. Cette sélection politique des dossiers, elle veut dire que la justice n'est pas impartiale. De la même manière que vous dites, les gens sont avec nous, organisez-le.
ce référendum local. Faites-le, demandez à chaque commune où il y aura. Mais oui, mais faites-le si vous êtes d'accord. On n'est pas pour une élection présidentielle. 5 ans, on demande notre avis. Pour 5 ans, on demande notre avis tous les 5 ans. Pour des millions d'années, vous n'êtes pas capable de nous demander notre avis? Alors vous plaignez pas que ces salles soient vides. Plaignez-vous plutôt que vous faites la sourde oreille à l'opposition. Et ne vous étonnez pas non plus qu'il y ait des personnes qui sont un peu en colère. Et surtout, moi, je me pose aussi des questions par rapport à la sécurité de tout ça, la légalité, parce que vous aimez bien ce mot. Vous avez découpé une forêt en plein printemps. C'est interdit, il y a des réglementations, et vous détruisez une forêt. Ensuite, vous êtes condamné à replanter les arbres, vous les replantez, et vous ne les replantez même pas bien. Ils ne poussent pas actuellement dans la forêt. Donc, en fait, vous ne faites pas une bonne application de la peine. Qu'est-ce qui se passe en justice quand on est condamné et qu'on ne suit pas l'application de sa peine? On est de nouveau condamné. Encore une fois, on remarque un manque d'impartialité. Non mais je suis désolé. En fait, à un moment donné, il va falloir laisser s'exprimer ça aussi. Je sais pas qui ici, on peut lever la main, qui veut discuter avec Joël. Moi, je sais pas s'il y a des gens ici qui veulent lever la main, qui veut discuter avec Joël. Voilà, il n'y a pas grand monde. Je vous propose de discuter avec Joël. Mais excusez-moi, je pourrais parler longtemps, mais en tout cas, vous avez tort sur beaucoup de choses, et de toute façon, je pense que vous n'arriverez pas à le faire. Je vous propose de continuer l'échange sans les micros. À Bure, les agents de sécurité employés par l'Andra ont-ils dépassé le cadre légal lors de manifestations d'opposants qui se sont déroulées les 16 et 17 juillet? C'est ce que pense au moins l'un des manifestants blessés lors de ces affrontements. Il a donc décidé de porter plainte contre les responsables du projet de stockage des déchets nucléaires. Éric Molotov et Éric Bertrand. Johan se souviendra longtemps de la réoccupation du Bois-le-Juc du samedi 16 juillet par les manifestants antinucléaires. Pour ce militant pacifiste, l'opération de sauvegarde de la forêt s'est terminée aux urgences. Un vigile très costaud, vraiment imposant, m'a mis un coup de pied direct dans le torse. Il avait un gros pied, donc ça a pris à peu près toute cette place-là. Donc là, j'étais projeté au sol. J'ai mis quelques temps à me relever parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait en fait. Je comprenais pas pourquoi je m'étais pris un coup aussi violent alors qu'on était complètement non violent. Ce jour-là, une trentaine de manifestants pacifiques se font repousser sans ménagement hors de la forêt et certains frappés. La présence de la caméra met sans doute fin à l'altercation. La réglementation est formelle, la violence est une prérogative de l'État. Seule la légitime défense est permise aux agents de sécurité privée. Dans ce cas, elle ne s'imposait pas. Nos vigiles, si vous voulez qu'on les appelle vigiles, nos gardiens, si vous préférez qu'on les appelle gardiens, ça n'a pas d'importance. Je tiens à dire qu'à mon sens, ils ont très bien fait leur travail, puisque s'il n'y avait pas eu pénétration de la propriété privée, il n'y aurait pas eu d'intervention des gardiens. Difficile en effet de les qualifier. Leur équipement se confond presque avec celui des 3 gendarmes à gauche sur la photo. Plus étonnant, ce sont les bâtons et les gourdins formellement interdits et surtout l'absence de signes d'identification pourtant obligatoires. L'agent de sécurité privée doit avoir un signe distinctif qui permet de savoir qu'il est un agent de sécurité privée appartenant à une entreprise et doit pouvoir présenter sa carte professionnelle. Donc ça, les signes distinctifs doivent apparaître. Un service interne de sécurité privée qui serait salarié par exemple de la COGEMA ou que sais-je, etc., si c'est le cas, ont les mêmes contraintes à respecter d'un point de vue légal et réglementaire qu'une entreprise de sécurité privée. Dans l'actualité encore, cette vidéo filmée par un militant anti-Bure sur le site du Bois-le-Jus. On y voit un des responsables de l'Andra asperger d'essence les opposants au projet de laboratoire d'enfouissement de déchets nucléaires. Des images chocs que l'Andra a du mal à justifier. Maxime Meyer, Michael Martin. Cette vidéo a été tournée par les opposants au projet CIGEO dans le Bois-le-Juc, à Mandres-en-Barrois, dans la Meuse. Pour empêcher les agents de l'Andra de briser leurs barricades, les militants font barrage de leur corps en se couchant sur des troncs d'arbres. La tension est très forte. Hors du cadre, un agent trouve alors une bouteille en plastique, en respire l'odeur et la jette aux pieds des manifestants. Il s'agit d'une bouteille d'essence. C'est classe, ça va faire très beau sur la caméra. Une des manifestantes présentes ce jour-là témoigne. Je voulais pas trop voir ce qui se passait parce que j'avais quand même un peu peur. Et du coup, j'avais la tête un peu dans mes bras, mais je l'ai vu aller chercher une sorte de... J'ai vu revenir avec une bouteille en plastique, en fait, et puis elle l'a renversée sur la barricade, peut-être sur des gens. Et ça sentait l'essence. À un moment, je me suis dit, voilà, il va sortir un briquet, il va nous foutre le feu, quoi. Enfin... Mais j'ai entendu dire qu'il a senti dans la bouteille avant, et puis de toute façon, au bout de quelques secondes où il a commencé à la verser, il devait bien le sentir que c'était de l'essence, quoi. Enfin...
Je pense, si moi je l'ai senti, lui aussi. Dans un communiqué, l'Andra reconnaît bien qu'il s'agissait d'essence, mais déclare que le salarié en charge de la réhabilitation a alors pris l'initiative d'en vider le contenu au sol afin qu'aucun opposant ne s'en serve mal intentionnellement. Une version qui ne convainc pas les opposants. Hier encore, des agents de l'Andra ont détruit les barricades végétales qu'ils avaient fabriquées au bord de ce champ. Pour eux, l'Andra et ses représentants perdent leur sang-froid. Peut-être bientôt on saura si elle est propriétaire ou non du Bois-le-Jus et que la cession était peut-être illégale en fait entre la commune de Mandran-Barrois et l'Andra. Et pourtant elle joue les gros bras sur le terrain, elle menace des militants, elle les intimide, elle arrose d'essence des militants qui manifestent devant une barricade. Ça paraît complètement hallucinant. C'est dans ce climat extrêmement tendu que les militants veulent encore plus se serrer les coudes. Ils appellent tous les opposants au projet CIGEO de Bure à un grand rassemblement le 18 février prochain.